Alors bonjour à toutes et à tous, donc je suis Felaï Malayenne, je suis déléguée générale du Global Compact France et je suis très heureuse de vous retrouver et surtout très heureuse d'avoir l'opportunité de nouveau d'écouter Isabelle Donat et Sandrine Ruffin sur la question des attentes des consommateurs, sur la question de l'évolution de la responsabilité sociétale de la marque. C'est une invitation à laquelle Sandrine et Isabelle, et surtout Sandrine, répondent pour la seconde fois. Nous avions fait une première version le 20 en février, avant que toute cette évolution de nos quotidiens se mette en place. Et ça avait été très intéressant. Donc, la question aujourd'hui à laquelle Isabelle et Sandrine vont répondre, c'est comment on accélère. Sandrine et Isabelle, ça va au niveau du son? C'est parfait, Fela, pas de souci. On t'entend très bien. Très bien, donc si on peut passer à la slide d'après, simplement pour rappeler ce qu'est le Global Compact. Isabelle, si on peut. Oh, super, je te remercie. Donc voilà. Retard à la mise en ligne, Fela, c'est juste pour te dire, et pour l'ensemble des participants, visiblement, il y a un tout petit décalage, donc j'espère que ça va s'améliorer. On est pourtant sur le réseau, mais c'est pour ça qu'il y a eu un petit décalage entre ta demande et l'arrivée de la slide. D'accord, très bien, merci. Donc, le Global Compact, voilà, ce sont, vous le savez, pour ceux qui en sont membres, mais c'est toujours bon de le rappeler, 10 principes qui portent sur les droits de l'homme, les normes internationales du travail, l'environnement et la lutte contre la corruption. Et ces principes auxquels les entreprises sont invitées à respecter. Et ce qui nous a intéressé pendant la période du confinement et la sortie de confinement, c'était de voir que faisaient les entreprises membres du Global Compact, France notamment, avec une petite attention aussi pour nos PME. Comment ont-elles réagi? Que s'est-il passé par rapport à ces principes? Isabelle, si je peux te demander de passer à la slide suivante. Et on a identifié et un peu catégorisé un ensemble de pratiques, de pratiques que pour l'instant on va simplement qui sont recensées sur le site du Global Compact, mais qui rassemblent le type de réaction qu'ont eu les entreprises du Global Compact, grandes ou petites. Donc, il y a eu beaucoup d'actions de philanthropie, c'est-à-dire de mettre à disposition de tous des masques, de soutenir, etc. Il y a eu des actions qui étaient autour de, pour les grandes surtout, soutenir son écosystème, donc soutenir les sous-traitants, être exemplaire, notamment dans les délais de paiement. C'était également, bien sûr, soutenir au niveau territorial. On a vu beaucoup d'actions autour de l'adaptation des activités et de l'innovation. Évidemment, vous en avez tous entendu parler, c'était dans la production des masques, des respirateurs, et puis de la production de façon générale. Il y a eu tout ce qui a été autour de l'attention portée aux ressources humaines, des nouveaux partenariats qui se sont mis en place, et puis des chaînes de production qui ont changé. Donc ça, c'était voilà, les 6 grandes, on va dire, types de pratiques qu'on a répertoriées. Ce qui nous a intéressé aussi, c'était de savoir qu'est-ce que les entreprises nous disent de ce qui leur a permis ce qui leur permet aujourd'hui de s'adapter, d'être encore agile. Et il y a vraiment 3 points qui sont ressortis. C'est un, les démarches RSE qu'elles ont développées leur ont donné une capacité d'adaptation très forte, capacité d'innovation. Aussi, un point important, et notamment pour les PME, c'est que toutes ces démarches autour du Global Compact et de la RSE, de façon générale, ont créé des liens forts sur les territoires qui ont fait que pour des PME engagées au Global Compact,
par exemple, les carnets de commandes n'ont jamais été abandonnés, ils ont toujours été reportés. Donc, et ça parce que ce sont des entreprises qui ont des liens sur leur territoire avec les grands donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. Et il y a une dernière chose, et c'est vraiment le fil, je pense, conducteur qu'Isabelle et Sandrine vont dérouler. Une chose qui a été très importante, c'est que dans ces entreprises, les collaborateurs ont eu confiance dans la direction, dans la vision qu'avaient et surtout qu'ont partagé les directions. Donc cette notion de confiance, elle est essentielle. Et ce que je me réjouis, Sandrine et Isabelle, c'est de justement m'interroger, de vous entendre sur comment on augmente cette confiance qui est celle-là des salariés, mais comment on la propage auprès des consommateurs, ce qui est l'enjeu de la responsabilité sociétale de la marque. Voilà, je vais essayer d'être moins longue. Sur la slide suivante, je voudrais simplement vous dire que ces pratiques d'entreprise engagées au Global Compact sont disponibles sur le site internet où vous trouverez des vidéos des dirigeants et des dirigeantes qui expliquent l'avantage que constitue leur démarche de responsabilité sociétale pendant cette période. Et puis, vous trouverez également qui vont arriver sur la slide suivante, vous trouverez également des webinaires qui ont été organisés par le siège, qui sont ouverts à tous et que je vous encourage à aller regarder, surtout qu'il s'agit de webinaires qui normalement sont des webinaires dédiés uniquement aux entreprises du Global Compact à un certain niveau d'engagement, etc. Or, aujourd'hui, ils sont ouverts à tous. Et là, une dernière chose, vous voyez le site internet du Global Compact France qui apparaît, nos prochains rendez-vous, notamment un qui porte sur une étude qu'on va rendre publique sur la manière dont les entreprises s'approprient les objectifs de développement durable. C'est un webinaire qui se tiendra le 13 octobre prochain. Je vous invite à vous inscrire. Je vous invite également à vérifier que vous êtes bien inscrit à nos newsletters pour ne rien perdre de tout ce qui vous est proposé. Et encore une fois, je remercie énormément Isabelle et Sandrine et je sais d'avance tout l'intérêt qu'il va y avoir à cet atelier sur la responsabilité sociétale et la confiance du consommateur. Très bon atelier à tous et à toutes. Merci beaucoup, Fela. On a intérêt à être à la hauteur avec la façon dont tu nous as présenté. Je voulais souligner aussi, puisque nous sommes membres du Global Compact, tout l'intérêt d'être partie prenante de ce réseau, à la fois de partage, de dynamisme, aussi le fait que les COP, les Communication on Progress qui sont en ligne des entreprises sont très inspirantes et peuvent donner aussi un chemin intéressant pour les entreprises, soit proches du secteur de vos propres entreprises ou dans des secteurs peut-être un peu différents, mais c'est une vraie source d'inspiration. Et donc, merci beaucoup, Fela, à toi et à ton équipe de nous avoir invités. Donc, je suis Sandrine Raffin. Alors, tu m'as appelée Ruffin. Et alors, j'adore l'auteur, un peu moins l'homme politique, mais l'auteur Jean-Christophe Ruffin. Donc, c'est très flatteur parce que j'ai écrit des livres, mais ce ne sont pas des romans passionnants comme les siens. Donc, voilà. Donc, je suis la présidente et la fondatrice de la Link Up Factory. Et j'ai la chance d'être accompagnée aujourd'hui par Isabelle. Bonjour à toutes et à tous, Isabelle Donat, je suis directrice générale adjointe associée chez Link Up Factory. Voilà. Et donc, nous ne portons pas de masque, alors que nous portons des masques, bien sûr, mais parce que nous avons eu le Covid-19, donc nous pensons ne pas pouvoir nous le redonner. Voilà. Alors, tout petit mot pour que vous sachiez donc, qui vous parle, qui est la Link Up Factory, donc une entreprise que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans, bientôt 11 ans,
Notre mission, c'est d'inspirer, donc inspirer pour la mettre en place, pour la renouveler, pour lui donner une nouvelle dimension lorsque c'est nécessaire, et partager donc la RSE. Donc on est vraiment spécialisé dans les sujets RSE, comme beaucoup d'autres entreprises qui font le même métier que nous co-construisons des démarches, et peut-être que notre spécialité, c'est bien sûr ces démarches d'engagement ambitieuses, c'est pas seulement de les construire, mais c'est d'être aussi en capacité de les faire connaître auprès de tous les publics concernés. Donc ça, c'est peut-être une première petite spécificité, c'est d'intégrer aussi bien la partie consulting que la partie communication, et également de travailler sur les stratégies marketing afin qu'elles intègrent la démarche RSE. Là, Himalayan l'a bien dit et montré. Bien sûr, il faut des démarches RSE solides. On va en parler aujourd'hui et parler du changement d'échelle, mais on a besoin aujourd'hui de faire rayonner ces démarches aussi dans le discours, que ce soit au B2B, en B2B ou en B2C, bien sûr à destination des équipes des entreprises, mais également à destination des clients, des consommateurs. Il y a des attentes très très fortes d'engagement, et on va voir et on va partager avec vous quelques données récentes, un peu de ce besoin de confiance qui passe par cet engagement sur des sujets sociaux, sociétaux, voire même économiques. Et le Global Compact parle des objectifs de développement durable, on va y revenir, mais on est vraiment dans cette notion de développement durable, ou la notion économique. Parfois, quand on parle de RSE, on est sur les aspects sociaux, sociétaux, il y a sans doute l'économique, environnementaux, et on va voir qu'il y a un peu d'évolution. Dernière spécificité de notre agence, nous travaillons beaucoup sur les changements de comportement. J'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec une professeure d'AgroParisTech et d'écrire un livre chez Luno sur les nudges et les changements de comportement. Et donc, c'est quelque chose aussi d'important, changement de comportement des consommateurs, changement de comportement sur les sujets de prévention dans l'entreprise, à l'extérieur de l'entreprise. On a toute une activité. Bien sûr, membre du Global Compact dans le management. Alors, je crois qu'il y a un petit peu d'écho. Certifié B Corp, et également agréé recherche sur les sujets des changements de comportement. Voilà, je m'arrête là sur LinkUp. Alors, aujourd'hui, vous êtes très nombreux et on est ravis de vous avoir toutes et tous avec nous. Cette visioconférence était pensée sous la forme d'un atelier. On pensait pas avoir autant de monde avec nous ce matin. Donc, on ne va pas pouvoir co-construire et travailler exactement comme on l'avait prévu au départ, mais on va quand même vous proposer d'interagir avec nous et de répondre à des petites questions et de participer à des petits sondages en ligne au fil de la présentation et surtout dans la dernière partie de notre intervention. Pour cela, on va utiliser un outil qui s'appelle Mentimeter. C'est très simple pour pouvoir participer et répondre aux questions qu'on va vous poser à certains moments. Il faut vous connecter de préférence, si possible, avec votre smartphone. C'est plus simple. C'est un outil qui est vraiment pensé pour le smartphone. Sinon, vous pouvez aussi ouvrir une autre fenêtre sur votre navigateur, sur votre ordinateur, mais c'est un petit peu plus compliqué de jongler pour vous entre les deux. Quand nous afficherons les questions, il y aura un code qui sera toujours le même tout au long de la présentation qui va s'afficher à l'écran. Il suffit, quand vous arrivez sur avec votre smartphone sur la page d'accueil que vous voyez à l'écran à droite, vous rentrerez le code et ensuite les questions vont se présenter à vous et vous aurez juste à cocher les cases et à répondre. Et on affichera les résultats en live, en direct à l'écran, ce qui nous permettra de voir voilà, comment vous vous positionnez sur ces sujets-là. Vos contributions sont complètement anonymes, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez partager ce que vous souhaitez et vous n'aurez rien à télécharger, aucune information personnelle à donner, c'est uniquement une contribution en direct sur la page d'accueil que vous voyez là. Et évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions au fil de la présentation, on y répondra au fur et à mesure ou à la fin, et c'est en utilisant là la barre d'outils de Teams, puisqu'il y a une conversation qui vous permet de poser vos questions. Voilà, puis petit rappel, donc de couper micro et caméra pendant la présentation, et en effet d'utiliser plutôt les outils d'affichage de conversation, enfin les outils par écrit, puisque nous sommes assez nombreux pour pouvoir bien enregistrer toutes vos questions.
Alors, petite introduction, donc on est en 2020, on va vous parler de 2019. Pourquoi? Parce que pour nous, 2019, c'est l'année du point de bascule et finalement de l'accélération de l'intérêt à la fois surtout des consommateurs, mais aussi des entreprises. Et petit à petit, on va le voir, de la société tout entière sur les sujets qui ont trait à l'engagement des marques. Alors, 2019, ça a été... Et souvent, on me dit, oui, mais enfin, pas toute la population. Oui, pas toute la population, mais une masse bien plus importante que les quelques early adopters, ceux qui sont peut-être plus informés, qui se sentaient plus concernés de l'urgence, et notamment de l'urgence liée à la problématique de la perte de la biodiversité. Donc, sixième extinction de masse, on en a reparlé récemment aussi sur la problématique des vertébrés. Donc, 1 million d'espèces seraient menacées et on sait que sur les Science-Based Targets, les objectifs qui ont été définis dans le cadre de l'accord de Paris, on a déjà dépassé finalement les objectifs qu'on pouvait avoir de la protection de la biodiversité, donc vraiment une urgence. Le GIEC, avec des perspectives qui sont assez dramatiques, qui se sont malheureusement confirmées en 2020 sur des problématiques de fonte des glaces, de montée des eaux et globalement donc de réchauffement. On est vraiment dans l'urgence. Et puis aussi des mouvements avec des scientifiques qui s'engagent et au-delà des jeunes dont on a évidemment beaucoup parlé, des grèves pour le climat et une forme de militantisme à la fois je dirais assez pacifique, fort heureusement, mais également dans les achats, dans les actes de consommation, et pas uniquement des jeunes. Les études d'Ipsos, avec qui nous avons un partenariat, le montrent très bien. Ça touche aussi toutes les générations, même si les jeunes vont plus facilement dans la rue que leurs aînés. Donc, c'est une année où beaucoup de consommateurs, et on a vu une accélération justement de la bascule sur une façon un peu différente de consommer, avec des produits, et là on a mis quelques exemples, on aurait pu en mettre beaucoup d'autres, qui, lorsqu'ils montraient des signes d'engagement, attiraient encore plus les consommateurs, et ceux qui n'en montraient pas étaient challengés dans les services consommateurs, aussi challengés peut-être avec une baisse de consommation qui se ressentait, et là on parle bien de 2019 parce qu'on a eu certains mouvements de consommation en 2020 liés au confinement et à la crise du Covid qui ont à la fois confirmé certains points et peut-être infirmé d'autres points, surtout pendant la période de confinement en termes de produits alimentaires, mais donc avec une attention nouvelle et une démultiplication des labels comme les labels sur Fairtrade, Fair for Life, le Better Cotton Initiative, donc un peu dans tous les secteurs, on a mis cela, on aurait pu en mettre beaucoup d'autres parce que ça touche vraiment tous les secteurs économiques. Également, donc, ces secteurs de grande consommation qui sont questionnés par les consommateurs eux-mêmes, de la fast fashion, remise en cause avec des baisses qui se sont accélérées. Et là, encore une fois, 2019, on n'est pas encore dans la période du Covid, de la consommation, donc une volonté de consommer un peu autrement. On le retrouve aussi dans le secteur des cosmétiques, dans le secteur évidemment de l'alimentaire, donc une volonté des consommateurs qui se tournent vers le vrac, vers des manières de consommer un peu différentes, qui sont sensibles aussi au packaging, au recyclage, et en effet, ils changent leurs habitudes, vont éventuellement prendre des vêtements en location, achètent du deuxième main, et encore une fois, avant un impact économique, même si on sait que l'impact économique est aussi important sur les budgets, mais pas que, il y a aussi cette volonté d'être un peu plus acteur et par sa consommation, d'essayer d'être partie prenante de la solution. Alors, donc, c'est cette année pour nous d'accélération qu'on a pu constater. Et puis, il y a un point qui est très, très important à notre avis, c'est qu'en réalité, on parle tout le temps de la demande. Et bien sûr, la demande, elle a grossi, elle a grandi, elle a été stimulée aussi par des prises de parole très proactives de la part des ONG. Mais on a aussi une offre qui a complètement contribuer à éduquer le consommateur et à l'amener à avoir un regard différent sur sa consommation. Donc, on a vraiment un cercle vertueux
où l'offre va booster la demande et la demande va tirer l'offre. Donc, bon, c'est vraiment un des principes économiques très basiques que je suis en train de vous raconter, mais il faut quand même avoir ça en tête, c'est-à-dire que quand l'atelier bocage a sorti ses premières chaussures en location, beaucoup trouvaient que c'était peut-être un effet un peu spectaculaire, certes, mais pas forcément destiné à se démultiplier. C'est le cas aujourd'hui. L'atelier bocage démultiplie ses offres de location de chaussures avec un système à deux vitesses. On a bien sûr le closet, on a toutes ces offres qui amènent à consommer différemment et qui amènent à regarder ou à trouver des solutions nouvelles permettant aux gens d'être aussi acteurs d'une autre façon, moins de gaspillage, peut-être une consommation différente. On n'est pas dans la déconsommation, on est dans un autre type de consommation, même si certains consommateurs ont baissé un peu leur consommation. Globalement, c'est surtout orienter sa consommation vers des produits ou des offres, les shampoings secs, on pourrait citer plein de choses. Hein. On a mis les vélos électriques très stimulés en 2020, mais également un vrai décollage dès 2019 aussi sur les voitures hybrides, la mobilité, etc. J'imagine que vous avez plein d'exemples en tête dans votre secteur, mais on a vraiment cette accélération en 2019. Alors, première question avec le système Mentimeter qu'Isabelle a expliqué. Donc, vous connectez sur menti.com ou utilisez l'application, comme l'a dit Isabelle. Je répète un peu pour ceux qui n'étaient pas là, qui viennent d'arriver entre-temps, je crois. Et ce qu'on voudrait vous poser comme question, c'est qu'avez-vous changé vous-même? Et alors là, l'idée, c'est que vous parliez en tant que consommateur et non pas en tant que partie prenante d'une entreprise ou d'une organisation. Qu'avez-vous changé dans vos habitudes de vie ou de consommation pendant ces 18 derniers mois? Et on va vous proposer de voter sur ces différents items. Je roule hybride ou électrique, j'achète davantage en vrac, j'achète davantage en seconde main, j'achète plus de produits bio. Vous pouvez sélectionner plusieurs réponses. Hein. Je choisis davantage de produits issus du commerce équitable. Je choisis en fonction de l'origine des ingrédients du lieu de fabrication. J'ai changé de fournisseur d'énergie ou je n'ai rien changé récemment, ce qui est aussi complètement possible. Et là, je ne parle pas de 2019, on parle d'aujourd'hui. Et je crois que c'est juste, on va voir apparaître. Voilà, merci beaucoup pour tous ceux qui sont en train de voter. Donc, on voit que dans le vote qui est en train encore de bouger, on va attendre quelques minutes pour vous laisser le temps de voter et pour qu'on voit apparaître les résultats de vos votes. On a aussi une personne qui nous répond directement dans la conversation, j'achète plus de produits bio. Merci. Alors peut-être pour poursuivre, je vois que ça bouge encore. Ça l'a voilà, stabilisé. Bon, de toute façon, ça nous donne un peu des idées d'ordre de grandeur. Donc, on voit qu'en tête du hit parade, celui qui a le plus de votes, je choisis en fonction de l'origine des ingrédients ou du lieu de fabrication. Donc, ça, c'est vraiment un item qu'on a vu fortement monter et se confirmer, mais qui était déjà très en place. Les gens regardent l'origine des ingrédients, sont sensibles au lieu de fabrication des produits. Donc, on n'est pas sur un consommateur qui ne regarde que la marque qui apparaît sur le produit, mais un consommateur qui va chercher des informations comme vous, même si là, on est sur un public très éduqué, mais ça peut expliquer aussi le succès et les recherches et les demandes qui sont faites auprès des services conso. On a l'item des produits bio dans l'alimentaire qui ont eu de toute façon ces dernières années des croissances à 2 chiffres. Et en 2019, c'est une croissance de l'ordre de 20%. Alors en 2020, cette croissance, elle a été très tirée aussi au moment du confinement parce que parfois il y avait des ruptures de stock, donc ça rebaisse un peu. Mais globalement, on est sur une croissance et aussi avec une offre qui s'est démultipliée. On voit qu'on montait encore là avec vos votes. J'achète davantage de vrac. Qui aurait pu penser, il y a 3 ou 5 ans, que les consommateurs allaient en grande distribution, en distribution,
acheter vrac, que ce soit dans les magasins bio, mais aussi dans les magasins traditionnels. Et là, on voit que pour bon nombre d'entre vous, vous achetez aussi en vrac, et c'est quelque chose qui s'est répandu très très vite. Et on voit que l'innovation qui permet d'être plus engagé se répand extrêmement vite. J'achète davantage de seconde main, je choisis davantage de produits issus du commerce équitable. Donc là aussi, des vrais changements de pratiques. Et on a aussi autre avec un, donc on ne sait pas ce que c'est, mais je n'ai rien changé récemment, donc 4 votes, mais ce qui est par rapport à la globalité, évidemment relativement peu, mais qui est aussi une partie d'entre nous ne change pas forcément. D'abord parce que peut-être certaines pratiques étaient déjà là, et peut-être qu'elles ne correspondent pas aussi à ce qu'on vous a proposé. Et sans parler en effet des véhicules électriques ou hybrides qui sont, au-delà des incitations fiscales, en plein boom aujourd'hui. Alors, j'achète moins. J'achète moins. J'achète moins. Voilà. Ce qui est aussi une tendance, vous avez raison, assez intéressant, merci. Donc, on est en train d'assister à l'installation d'une nouvelle norme sociale. Et là, c'est le travail sur les changements de comportement s'intéresse énormément à la norme sociale. Pour donner une petite illustration d'une norme sociale dans un domaine qui n'a rien à voir, mais sur lequel on travaille aussi, qui est l'arrêt du tabac chez les jeunes. Aux États-Unis et en Angleterre, la norme sociale a basculé ces dernières années, et autant en France, on a plus de 30% de jeunes qui fument et qui sont assez fiers, et ça fait partie de leur norme sociale de fumer lorsqu'ils se retrouvent, ce qui est peut-être un facteur d'ailleurs de transmission du Covid, au-delà du verre qui va à côté et qui fait tomber les masques. Mais aux États-Unis et en Angleterre, c'est l'inverse. Fumer est ringard, pas de la part des adultes vers les jeunes, mais entre les jeunes, entre eux. Aujourd'hui, la norme sociale qui a évolué les amène à considérer que le fait de fumer est quelque chose qui n'est pas seulement dans le côté répréhensible, et c'est même pas lié à la santé, hein, c'est vraiment complètement lié à quelque chose qui est has-been, et que on ne fait plus, on n'a plus besoin de faire en se retrouvant entre jeunes. Ça peut avoir d'autres problématiques, mais voilà. Et donc, aujourd'hui, cette norme sociale, ce n'est pas qu'un petit groupe. Et il y a 10 ans, je me souviens d'avoir rencontré chez un client les responsables, les dirigeants en parlant de RSE, c'était en province, et ils m'ont, sur une idée qui tournait autour des potagers, ils m'ont dit, mais c'est complètement une idée de Parisiens et de bobos parisiennes. On n'est pas sur les bobos, qu'ils soient bordelais d'ailleurs, marseillais, puisque Paris n'a pas on n'a pas que la spécificité des bobos. Aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose qui n'est plus le fait d'un petit nombre de personnes, mais on va trouver non seulement des ruraux et des urbains, mais on va aussi avoir, bien sûr, pas juste des jeunes, mais des seniors, pas juste des cadres, mais aussi des artisans, des gens qui ont envie donc de participer et de se sentir dans l'accès à un autre type de consommation, de choix, une envie aussi d'être dans des entreprises dont ils vont pouvoir être fiers. Donc bien sûr, les millennials, hein, je rappelle les millennials, ils ont aujourd'hui jusqu'à 35 ans à peu près, hein, donc sont souvent ceux qu'on va retrouver chez les jeunes parents, où il y a aussi une bascule dans leur consommation à partir du moment où ils s'installent en couple, et surtout où l'enfant arrive, avec cette conscience et cette volonté aussi d'être plus participatif. Donc cette norme sociale est en train d'infuser dans la société et de concerner de plus en plus d'individus. On peut dire que pour ceux pour qui ça reste encore quelque chose de très complexe, c'est bien sûr pour tous ceux qui sont dans un état de précarité en termes de consommation. Et là, je ne parle même pas de la grande précarité, mais on sait malheureusement avec le Covid que la précarité touche de plus en plus de foyers, et avec plus de 10 à 12 millions de Français qui seraient au-dessous du seuil de pauvreté économique. Et là, même si sans doute ils ont eux aussi envie de participer, s'ils consomment moins, c'est souvent plus pour des problématiques budgétaires que des problématiques de conviction. Et juste rapidement, pour vous dire que tout ça, sur le changement de comportement, de représentation et l'évolution de la norme sociale, il y a un chercheur qui s'appelle Rogers,
qui a créé cette courbe et qui montre qu'on a toujours un temps de latence entre le fait d'avoir ceux qui étaient un peu qui innovent et qui sont vraiment intéressants à regarder, écouter, parce que, évidemment pas surtout, mais ils annoncent souvent des tendances nouvelles dans la demande et dans la façon de se représenter un sujet. Encore une fois, là, on est en train de parler de demande et d'envie, d'engagement dans mon entreprise, au travers de ma consommation, etc. Donc, ces innovateurs, ensuite, on a les early adopters dont je parlais tout à l'heure, ceux qui vont être vraiment aussi, et là, souvent, ça grossit. Vous voyez, on peut arriver jusqu'à 15% de la population. On a souvent eu ça, et on a longtemps eu ça sur la consommation de produits issus de l'agriculture biologique. Ensuite, il y a une sorte de petite stabilisation, le chat, ce temps de latence, et avant que, là, on ait vraiment une courbe exponentielle d'engagement d'une majorité de consommateurs et qui va après jusqu'aux retardataires, mais on a vraiment cette diffusion du changement et nous pensons, nous, que nous sommes vraiment face à cette accélération aujourd'hui pour ce qui concerne les sujets liés à l'engagement et que ce soit donc au travers de la consommation ou dans sa vie quotidienne ou au travers du rôle que l'on peut jouer dans l'entreprise. Voilà, donc 2019, de notre point de vue, une année de bascule avec une accélération de la prise de conscience et du changement des modèles de consommation. Et après cette année 2019 est arrivée évidemment cette année 2020, si particulière, qui a posé de nouveaux paradigmes, évidemment, on est encore dedans. On a découvert en ce début d'année que l'improbable était possible et qu'on pouvait confiner 4 milliards de personnes en même temps à l'échelle mondiale, arrêter des pans entiers de l'économie. C'est quelque chose qui semblait évidemment complètement impossible à peine quelques semaines plus tôt, à la plupart d'entre nous en tout cas. Et finalement, on a touché du doigt à travers cette crise du Covid le lien étroit entre tout et les limites de nos modèles. Alors, c'est des choses qu'on savait déjà, et pour vous, parmi vous, ceux qui travaillent sur le développement durable depuis longtemps, comme nous, c'est des choses qu'on savait déjà. Ce lien étroit entre le social, l'environnemental et l'économique, qui est le fondement du développement durable, est quelque chose qu'on savait, sur lequel on travaillait. Mais là, l'ensemble de la population l'a touché du doigt et ça s'est concrétisé sous nos yeux. Et cette crise de Covid a remis aussi la santé au cœur de tous ces enjeux et a montré que notre santé était à la fois à l'origine de beaucoup de choses et victime de beaucoup de choses. Donc l'impact de nos modes de consommation, de nos modes de vie sur notre santé et le fait que quand notre santé ne va plus, le reste ne va plus non plus et qu'un déficit de santé et de prévention santé a des impacts sociétaux, a des impacts économiques importants. Toute cette interconnexion entre toutes les dimensions de nos vies et de nos sociétés sont vraiment apparues au grand jour, comme les limites évidemment de nos modèles mondialisés et l'interdépendance qu'il y a entre nos différents pays. Donc finalement, pour le développement durable, c'était une concrétisation de tout ce qui fait les fondements des travaux autour du développement durable. Ipsos a partagé avec nous très récemment à ProDurable un chiffre intéressant issu d'une étude post-confinement où ils ont demandé aux Français s'ils associaient la crise du coronavirus et l'impact de l'homme et des activités humaines sur l'environnement. Pouvez-vous, sur Menti à nouveau, et la question doit s'afficher, nous dire, d'après vous, combien de Français ont répondu oui à cette question ? Est-ce que c'est 32% des Français qui considèrent qu'il y a un lien entre coronavirus et impact de l'humanité sur l'environnement, 96%, 64% ou 15%? Je laisse un tout petit peu de temps pour répondre. Vous êtes très rapide. Et la majorité d'entre vous répond 64%, et vous avez raison. Oui, c'est incroyable. Bravo. Effectivement, à la question, vous pensez que l'épidémie de coronavirus est liée à notre modèle de croissance et à l'impact négatif de l'espèce humaine sur la nature et l'environnement? 64% en cumulé des personnes interrogées en septembre 2020, un petit peu avant, répondent oui beaucoup ou oui en partie. Donc il y a une prise de conscience
sans forcément avoir toutes les données scientifiques derrière, et on en a de nouvelles qui arrivent régulièrement et des prises de parole de scientifiques sur le lien entre perte de biodiversité et épidémie au pluriel, malheureusement, parce que d'autres peuvent arriver. Un article hier que tu as lu, je pense. Oui, absolument. Il y avait à nouveau des prises de parole sur le sujet. Donc, la plupart des Français sont conscients de ça, une majorité d'entre eux en tout cas. Et ce que nous a appris Ipsos également sur cette étude qui a été faite après la période de confinement, c'est que les Français aujourd'hui sont partagés entre espoir de changement et défaitisme, puisque à la question de savoir quel impact aura la crise à long terme sur notre modèle de croissance et de société, ils sont un petit peu moins de 30% à répondre que ça ne changera rien à notre modèle de croissance, 28% à répondre qu'elle va plutôt renforcer les défauts de notre modèle de croissance actuel. Et cette réponse est surpondérée chez les hommes et chez les ouvriers. Et ils sont 30%, donc presque un tiers, à penser que cette crise va permettre d'évoluer vers un modèle de croissance plus responsable et respectueux, donc plus optimiste sur les enseignements de cette crise et la capacité qu'elle va avoir à accélérer la transformation. Et cette réponse-là est plus représentée chez les femmes, chez les plus de 65 ans et chez les cadres. Alors, cette différence entre cadres et ouvriers, on la retrouvait déjà l'année dernière dans des chiffres d'Ipsos aussi sur l'attente d'engagement et la capacité à changer, qui était plus forte chez les cadres que chez les ouvriers, où d'autres contraintes prennent le dessus aussi sur ces engagements-là. Donc, on a des Français qui sont partagés, ils ne savent pas s'ils doivent croire au changement ou pas. Mais ce que l'on voit aussi dans les études d'Ipsos et dans leur tracker de marque, c'est que dans tous les cas, les attentes vis-à-vis des marques ont changé. C'est quelque chose qui, évidemment, s'est amorcé avant la crise, mais qui se confirme aujourd'hui. Et vis-à-vis des dimensions historiques des trackers de marque, packaging attractif, modernité, dynamisme, innovation, efficacité, on voit petit à petit monter et se substituer des attentes, on va dire, qui sont plus liées à l'essentialité, l'utilité, le fait d'être vraiment dans ma vie, d'être avec moi, d'être proche de moi. Donc la proximité, l'utilité, la sincérité, ne me raconte pas d'histoire, l'aide à être un consommateur plus responsable, quelque chose que nous on observe depuis plusieurs années mais qui se confirme, me fait découvrir de nouvelles expériences, donc il y a une dimension quand même aussi expérientielle, proche, me permet de faire plus de choses par moi-même, me fait réfléchir sur l'origine de ce que je consomme, on rejoint là des sujets qu'on a abordés un peu plus tôt, a un impact positif sur le monde, la nature et les gens, favorise la diversité des cultures, des modes de consommation. Donc, on a des attentes qui changent et qui se confirment et qui sont confortées par cette crise. On a réalisé avec cette crise qu'on ne maîtrisait pas tout, loin de là, mais on a réalisé aussi probablement que l'on pouvait choisir les orientations qu'on prenait, et c'est valable à titre individuel et c'est valable à titre collectif. C'est vraiment l'ère du consommateur contributeur. On a un consommateur citoyen, évidemment, qui veut reprendre le contrôle de ses impacts et qui veut reprendre le contrôle de sa consommation. Il veut aussi être contributeur. Il veut devenir pleinement acteur du changement parce que face à ce changement climatique dont on prend de plus en plus conscience, dont il prend de plus en plus conscience et qui le dépasse évidemment beaucoup, face à cette crise qui nous dépasse tous également, il y a une volonté de reprendre le contrôle, de ne pas subir et d'être acteur, et c'est quelque chose qui est de plus en plus partagé comme on l'a vu tout à l'heure. Ce consommateur, il cherche des marques et des entreprises alliées. On ne l'a pas remis là, mais on a aussi dans les chiffres d'Ipsos une attente très forte des Français vis-à-vis des entreprises, et une majorité des consommateurs pensent qu'il est plus facile pour eux d'agir en faisant pression sur les marques à travers leur consommation et sur les entreprises qu'en attendant des changements de la part des gouvernements. Donc, ils cherchent des entreprises et des marques alliées, et pour cela, il faut lui proposer la bonne offre, le bon combat et le bon discours. C'est un ensemble de choses qui vont lui permettre de faire des choix en conscience et de faire confiance à des marques ou à des entreprises pour l'accompagner dans ce changement qu'il souhaite opérer dans sa vie au quotidien. Alors, la bonne offre, là on touche au sujet de l'innovation et du marketing. On a la conviction chez LinkUp, et je pense qu'elle est partagée avec Fela et avec certainement nombre d'entre vous, les marques seront durables ou ne seront pas. Les marques de demain doivent être durables, doivent proposer un nouveau contrat à leurs consommateurs. Elles doivent se réinventer et elles doivent le faire savoir.
communiquer sur ses engagements et on va voir à quelles conditions, d'après nous, il faut le faire. Mais communiquer, c'est aussi changer la relation avec le consommateur et partager avec lui ce nouveau contrat d'engagement qu'on lui propose. C'est notre conviction chez LinkUp. Il faut que la RSE nourrisse les marques et c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des marques, la RSM, pour venir vraiment infuser les stratégies d'engagement des marques, revoir vraiment même les fondements parfois de l'ADN de la marque, hein, on peut aller jusque-là. En tout cas, c'est que les marques aillent se nourrir à la RSE, aillent chercher dans les engagements pris par l'entreprise des nouvelles approches de l'engagement et une nouvelle forme de relation au consommateur. Alors évidemment, il n'y a pas de RSM sans RSE. Il y a d'abord une RSE solide, mais ensuite, il faut que ça descende jusqu'aux marques. Donc c'est important évidemment de structurer sa RSE avec ambition en utilisant les guidelines, les appuis qui sont proposés aux entreprises, à commencer évidemment par l'accompagnement et les objectifs du développement durable proposés par le Global Compact avec les 17 ODD. C'est aussi les Science-Based Targets sur tout ce qui va être stratégie bas carbone. C'est aussi pouvoir s'engager sur des objectifs chiffrés ambitieux, les partager et s'engager à travers ce que nous on appelle des scorecards, ce qui permet aussi de partager avec ses publics les objectifs qu'on se donne pour en rendre compte. C'est évidemment se définir une stratégie bas carbone, c'est engager des démarches filières avec ses partenaires, c'est développer l'éco-innovation. Donc, structurer évidemment une RSE ambitieuse et évidemment remettre l'ouvrage sur l'outil en permanence, puisqu'en termes de RSE et de développement durable, on n'a jamais fini, on n'est jamais arrivé. Il faut repousser les limites, mais c'est aussi repenser sa stratégie marketing, comme je le disais juste avant, révéler l'engagement de l'entreprise à travers sa marque, puisque c'est par les marques qu'on raconte ce qu'on fait aux consommateurs. Évidemment, les consommateurs ne vont pas lire les rapports développement durable. Donc, c'est à travers la marque que la relation au consommateur sur l'engagement se noue. Nourrir la vision de la marque, redonner de la hauteur à la marque et lui redonner, révéler aussi son utilité sociale et sociétale, changer la relation au consommateur et redéfinir son modèle d'innovation et de développement. Et la RSE peut tout à fait venir nourrir toutes ces dimensions-là de la marque. Oui, je voulais juste ajouter pour ceux d'entre vous qui sont dans le domaine du B2B, on est rarement dans un B2B qui ne devient pas un B2B2C. Et ayant échangé récemment avec des entreprises qui travaillent dans le domaine de la construction, qui interagissent aussi avec des promoteurs ou qui interagissent avec des villes, et évidemment, tout le monde a pu constater la vague verte absolument spectaculaire des dernières élections municipales qui sont vraiment emblématiques d'un désir de changement de la part des citoyens, même si on sait que les citoyens plus âgés ne se sont pas forcément beaucoup déplacés et que les jeunes se sont déplacés, mais on se déplace pour voter, pour changer, pas pour continuer finalement à perpétrer un certain nombre de modèles. Donc, ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que là, on parle de consommateurs, on pourrait parler aussi de clients, parce que c'est quelque chose qui touche vraiment toutes les activités et toutes les cibles. On va y revenir, hein, mais je pense qu'un des éléments, d'accélération, et vous le constatez comme nous, c'est aussi la façon dont c'est en train d'infuser dans les attentes des investisseurs, des actionnaires, les attentes, là on a parlé tout à l'heure, des collaborateurs, donc l'ensemble des équipes au sein de l'entreprise, et bien évidemment les attentes du marché, que ce soit, quel que soit le domaine d'activité, donc dans la grande consommation, mais également dans des secteurs plus spécialisés, dans les services. Et il y a certains services aujourd'hui qui sont extrêmement en retard pour venir exprimer sur quoi est fondé leur engagement et comment ils ont pris ces dimensions, avec parfois des obligations sur des DPEF, des déclarations de performance extra-financières, etc., une nécessité d'avoir, comme le disait Isabelle, un rapport, une DPEF que personne ne lit, à part le commissaire aux comptes et ceux qui l'ont produite. Mais aujourd'hui, on attend vraiment des modèles de développement qui incluent et prennent en compte, pas uniquement dans une volonté de faire du dérisking, mais une valeur ajoutée, cette contribution dont parlait Isabelle. Donc, pardon pour l'incise, mais comme on parle beaucoup de consommateurs, je voulais aussi montrer qu'on parle aussi de cela auprès des clients, quels que soient les secteurs d'activité. Effectivement, c'est très, très juste et tout à fait valable en B2B, d'autant qu'on a
il y a aussi toute une partie du B2B qui est du B2B2C, donc la pression des consommateurs remonte aussi à travers les demandes des clients en B2B. Donc les ODD, on en a parlé, mais il est toujours bon de rappeler les 17 ODD, hein, les 17 objectifs du développement durable des Nations Unies, auxquels les entreprises sont invitées, appelées à contribuer et qui permettent de donner un cadre, de donner des guidelines, de mettre en regard les actions de l'entreprise avec des grands objectifs mondiaux. Et donc, c'est intéressant de les avoir en tête et de confronter sa démarche d'engagement et de s'inscrire avec le Global Compact, en rejoignant le Global Compact, dans cette démarche globalisée où les États, les pouvoirs publics et les entreprises agissent de concert pour un monde plus durable. Alors, il y avait justement une question sur qu'est-ce que sont les Science-Based Targets. Donc, effectivement, c'est une initiative de plusieurs acteurs, à la fois institutionnels, ONG, mais aussi du monde économique. Et le Global Compact fait aussi partie de cette initiative. C'est un mouvement pour que les entreprises développent des stratégies bas carbone basées sur la science, sur des objectifs chiffrés en lien et en accord avec les évidences scientifiques et en lien aussi avec la notion de limite planétaire. Donc, c'est vraiment un appui, un cadre, un accompagnement et, entre guillemets, une validation chiffrée avec un comité scientifique très solide, une approche très solide pour la construction des stratégies bas carbone des acteurs économiques. En quelques mots. Ça inclut la biodiversité aussi, enfin, un certain nombre de limites planétaires. Mais évidemment, là où on a une mesure sur la biodiversité, c'est plus compliqué. Ça va bien fonctionner sur les stratégies bas carbone, mais ça touche également d'autres domaines. Ça devient de plus en plus un référentiel que les entreprises vont utiliser pour justement définir leur scorecard, leurs échéances chiffrées et leur volonté d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Vous allez voir, on va bientôt en venir aux exemples pour illustrer aussi tout ce propos. Et puis, bien sûr, vous parlez du changement d'échelle, mais on avait besoin de poser tous ces fondamentaux avec vous avant de revenir au cœur du sujet aussi qui vous a amené à vous connecter ce matin. Voilà, et Sigrid, merci Sigrid de chez Link Up Factory à contribuer dans la conversation avec le site justement de la Science-Based Targets Initiative. Quelqu'un voulait, j'ai cru entendre un petit... Oui, alors ces feuilles-là, j'ai essayé de prendre la parole, je ne sais pas si on m'entend bien. Si, on t'entend très bien. Ah, super. C'est simplement pour compléter par rapport aux Science-Based Targets qui sont effectivement un dispositif d'identification d'indicateurs sur une base scientifique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a en France moins de 70 entreprises qui se sont engagées, qui sont des grandes, et que ce dispositif a été adapté aussi pour des entreprises de taille intermédiaire, voire des PME. Donc ça, c'est un ensemble d'informations que vous trouverez aussi sur Global Compact. Et c'est exactement ce que dit Isabelle et Sandrine. On est aujourd'hui dans des attentes par rapport aux entreprises qui soient beaucoup plus opposables en termes de chiffres et beaucoup plus alignées. Là, pour le coup, c'est avec l'accord de Paris et c'est sur les indicateurs les plus ambitieux. Simplement ça. Et merci de compléter. Et effectivement, c'est une démarche très étayée et on a une attente, on va y revenir, des acteurs économiques de s'engager sur des choses factuelles, vérifiables, dont on peut aussi, sur laquelle on peut avoir un point de vue. À quel moment on est dans du greenwashing et à quel moment on est vraiment dans une contribution positive? C'est une question qu'on nous pose de plus en plus souvent. J'ai remarqué. Et merci Fela aussi de préciser que toutes ces démarches peuvent être rejointes aussi par les PME, parce que c'est très important, notamment en France, on a énormément de PME et les PME peuvent complètement contribuer à ces démarches de développement durable. Et c'est vrai que le Global Compact France fait beaucoup de choses et adapte beaucoup d'outils pour accompagner les PME. Donc c'est très intéressant aussi d'aller voir ce qui est proposé. Encore une petite chose là-dessus, puisqu'il y a des sociétés aussi de services. Quand on parlait de changement de comportement, on a, alors là, c'est pas dans les Science-Based Targets, mais on va chercher aussi à amener
consommateurs, les clients à participer, ça peut être aussi l'interne, dans leur engagement, dans leur consommation. Je pense qu'il y a aussi sans doute des objectifs de mobilisation des clients ou des consommateurs qui sont extrêmement intéressants à avoir, et notamment dans des sociétés de services qui, elles aussi, au travers, ne serait-ce que du digital, hein, on produit des impacts carbone, etc., mais aussi sur d'autres sujets peuvent avoir un rôle à jouer auprès de leurs parties prenantes et de leurs clients. Alors, c'est la bonne offre, hein, donc on l'a dit, c'est aussi le combat, aller au-delà du service rendu par son offre, se définir un combat sociétal légitime par rapport au domaine d'intervention de l'entreprise, très important, d'être dans quelque chose qui est légitime, sur lequel on a quelque chose à apporter de par son métier, de par sa capacité d'innovation, de par les expertises qu'on a en interne dans l'entreprise, pour faire preuve d'utilité sociétale et de le mettre en action, et de mettre cette utilité sociétale en action. On aura des exemples un tout petit peu plus tard. Et puis, c'est aussi avoir le bon discours. Je le disais tout à l'heure, la communication sur ces sujets-là n'est pas anecdotique. Elle est importante car c'est un engagement aussi que prend l'entreprise quand elle prend publiquement des engagements, quand elle partage avec ses publics. C'est important de le faire savoir à certaines conditions. Et il faut aussi avoir le bon ton. D'abord une réalité étayée, on vient de le dire, hein, des choses factuelles, chiffrées, sur lesquelles on s'engage, des objectifs. Mais c'est aussi savoir parler de soi, incarner sa démarche, montrer que les collaborateurs sont à bord, montrer que c'est une démarche de l'interne avec des ambassadeurs internes, qu'elle est partagée. Travailler ces discours d'engagement avec émotion. Les discours RSE ont parfois été un petit peu trop, souvent trop techniques, un peu froids, un peu loin du discours émotionnel qui peut être un peu l'apanage des marques. Aujourd'hui, on peut vraiment réconcilier discours d'engagement factuel, étayé et émotion. Il y a vraiment des solutions pour raconter ces choses-là et certaines marques le font très bien d'ailleurs. Et puis, évidemment, travailler la singularité puisque il ne vous aura pas échappé que beaucoup de marques prennent la parole pour raconter leurs engagements aujourd'hui, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'entreprises, et il faut aussi émerger pour pouvoir faire valoir en quoi on s'engage et que ce soit entendu et vu par les publics. Donc c'est vrai qu'il y a tout un travail aussi sur le discours d'engagement pour qu'il soit crédible, légitime et visible. Donc, on va partager avec vous quelques exemples justement de marques engagées et des enseignements issus de ces cas sur le changement d'échelle. Alors, le changement d'échelle. Le changement d'échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment on peut accélérer, c'est vraiment cette accélération, cet engagement de tous, comme vient de le dire Isabelle, à la fois des collaborateurs, de ses clients, de ses consommateurs, de son marché, et comment aller plus loin, passer une nouvelle étape aussi pour les entreprises qui sont déjà engagées depuis un certain temps. Alors, on vous présente une initiative très intéressante qui est portée par le groupe Bell, à laquelle on a collaboré, et qu'on trouve extrêmement intéressante pour illustrer cette notion de changement d'échelle, c'est-à-dire d'arriver sur la filière, et notamment la filière amont, la filière laitière. Hein, le groupe Bell pas que aujourd'hui, mais a surtout une production importante, puisqu'il y a aussi MOM qui a rejoint le groupe Bell, mais évidemment un poids très important dans tous les pays producteurs, en tout cas de ces produits, au niveau mondial, dans la filière laitière. Alors, ce qui a été fait, et avant de rentrer dans le détail de cette initiative intéressante pour changer d'échelle, ce qui est fondamental, hein, bien sûr, ce sont les fondamentaux, il y a 4 ans, posés par le groupe Bell dans le cadre d'une charte mondiale d'engagement sur les filières laitières et en lien avec les producteurs et les acheteurs laits dans les pays producteurs. Hein, tous les pays où Bell est implanté, 80 pays, ne produisent pas leurs produits, mais beaucoup, c'est le cas de beaucoup, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Nord, en Asie. Et donc, l'idée, c'est de voir, c'était de s'engager très clairement sur une filière amont qui prenne en compte à la fois la juste rémunération, la contractualisation avec les producteurs, les sujets liés au bien-être animal, les sujets liés à la qualité du lait. Donc, une charte qui aligne les objectifs
dans des contextes assez différents. Il y a aussi le retour au pâturage, hein, qui n'est pas toujours possible. On va parler trop de retour au pâturage, évidemment, dans la production laitière au Maroc, par exemple, même s'il y a une volonté d'avoir une alimentation et de soutenir une alimentation locale, mais donc avec des objectifs très ambitieux, définis et également et validés en lien avec WWF. Alors, comment arriver à ces objectifs, et notamment dans des filières qui sont peut-être moins avancées, et j'ai oublié de dire, bien sûr, l'impact environnemental et sur la diminution aussi de l'empreinte carbone des élevages. Donc, ce qui a été fait, et cette initiative, on la souligne donc parce qu'elle nous semble intéressante pour changer d'échelle, ça n'a pas été juste de dire, voilà les bonnes pratiques, d'être dans vraiment le côté descendant, voilà ce que vous devez faire dans tous les pays, voilà quelles sont les bonnes pratiques en s'adressant aux éleveurs et en leur demandant de suivre un certain nombre de guidelines. L'idée était de dire, dans des pays pilotes, vous les voyez là s'afficher, c'était vraiment sur base de volontariat des équipes belles et des équipes d'acheteurs. On va aller recenser les bonnes pratiques, c'est-à-dire que parmi les 1000 fermiers qui travaillent en France, parmi les 300 qui travaillent au Maroc ou plus et autres dans les différents pays, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui ont des pratiques qui correspondent à nos objectifs? Donc c'est vraiment une action bottom-up, c'est-à-dire d'aller repérer des actions et de les recenser. Elles ont été présentées à ProDurable et d'évaluer quelles sont les pratiques, pour le coup, avec des experts internationaux, donc des experts de l'amont laitier, des éthologues, des personnes qui travaillent et qui sont très spécialisées dans la qualité du lait, dans l'alimentation animale, etc. Et de monter avec ces experts et de sélectionner quelles seraient parmi les bonnes pratiques qui sont remontées du terrain, quelles sont les bonnes pratiques qui pourraient être encouragées. Et ce qui est intéressant dans ce projet, de notre point de vue, c'est que plutôt que de partir sur une pratique idéale, on va pouvoir s'appuyer sur des éleveurs qui rencontrent le même contexte que leurs collègues, et on dit beaucoup dans le domaine agricole que les initiatives, les évolutions se font beaucoup se transmettre au-dessus de la haie, a été donc de regarder comment ces initiatives, en regardant quel est leur poids économique, quelles sont les difficultés que les fermiers qui les ont mis en place ont rencontrées, etc., comment arriver donc à les partager pour qu'elles puissent se diffuser au sein des bassins laitiers qui sont concernés. Donc, il y a eu 9 projets pilotes qui ont été sélectionnés en 2020, donc sur les différentes dimensions de la charte, et vous voyez que donc ces projets pilotes, ça a été sur l'aspect bien-être animal, les pratiques liées au pâturage, etc., etc. Je ne rentre pas trop dans le détail, puisque ce qui est intéressant, c'est surtout la mécanique. Et donc là, vous voyez derrière comment ces engagements sont à la fois communiqués au sein de Bell pour inciter aussi peut-être d'autres pays à mettre en place des approches, et certains autres pays ont envie aujourd'hui de rejoindre le groupe des 6 pays pilotes, et également comment, et là dans chaque pays, il y a des formations qui sont proposées, et à partir d'exemples concrets de ce qui est fait sur le terrain pour inciter, et sans être à nouveau trop optimiste, en montrant qu'il y a eu un certain nombre de freins qui ont été rencontrés, le coût, le temps passé, etc., mais aussi bien sûr les bénéfices qui montrent comment quels objectifs on a pu atteindre, et les bénéfices qui, pour l'éleveur, à la fois économiques, mais aussi en termes de charge de travail, etc., la façon dont tout ça a fonctionné. Voilà, l'initiative s'appelle Farming for the Future, et c'est un projet qui a été mené par le groupe Bell. Autre projet qui nous semble intéressant sur un sujet très sensible, là aussi que les équipes LVMH sont venues présenter à ProDurable, un travail aussi pour changer d'échelle sur le sujet du sourcing de matières premières animales. Donc le groupe LVMH, et là donc ça devient peut-être un peu plus classique, d'avoir une charte d'engagement, mais l'idée était vraiment d'avoir et de formaliser là aussi des objectifs partagés au niveau international
pour atteindre filière par filière, avec des filières, on a les filières de la laine, on a les filières du crocodilien, les filières liées aux peaux comme les lézards, etc., les boas. On a aussi, bien sûr, la fourrure. Donc, comment arriver à mettre en place des objectifs atteignables, donc avec une scorecard, ce dont parlait tout à l'heure Isabelle, et des objectifs atteignables en termes de traçabilité et un engagement très clair, donc structuré autour de cette traçabilité, sans quoi on ne peut pas s'intéresser à ce qui peut se passer dans les filières d'approvisionnement, prendre en compte les problématiques liées au bien-être animal, et on sait qu'elles sont très complexes sur certains sujets. Par exemple, on parle aussi peu du cuir, qui est une filière très complexe, puisqu'on a énormément de mal à tracer la provenance du cuir, que ce soit chez LVMH ou dans la mode en général. Peut-être certaines entreprises ont eu des initiatives innovantes sur le sujet. Je crois qu'il y a des gens de la maison Hermès qui suivent la conférence. Il y a eu des travaux intéressants qui ont été faits sur ces sujets, mais il y a vraiment cette notion de prendre en compte dans ces filières compliquées, de se poser aussi des objectifs pour que les équipes puissent se mobiliser et évidemment prendre en compte les impacts environnementaux et sur les hommes, c'est-à-dire les impacts économiques. Donc, pour aussi travailler sur ces projets, un comité scientifique international a été constitué avec, vous le voyez, des experts très pointus de l'INRA, de différents instituts, également l'association Earthworm, CARE sur les aspects aussi évidemment de prise en compte de l'impact sur les hommes et les femmes. Et donc ce comité se réunit 2 fois par an, donc c'est peut-être un peu plus classique, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir défini ces objectifs ambitieux, d'encourager aussi dans la charte. Il y a bien sûr ce qui est noté, c'est ce qui a déjà été fait par les équipes qui travaillent sur les achats de ces matières premières, mais avec une définition claire, précise et à nouveau des objectifs chiffrés. Donc ça fait l'objet d'un petit film. Je vais peut-être juste vous montrer quelques images. Nature inspires us and provides our designers with precious raw materials as the basis for the exceptional, long-lasting products our maisons are known for. So it's our duty to respect it. That's why we're committed to improving conditions all along our supply chain for animal-based raw materials with 3 ambitious commitments: 100% traceability, ethical animal husbandry and trapping, and protection of the environment and people. These demanding commitments require maximum visibility in our supply chains. Traceability gives us and our maisons a better understanding of our stakeholders' practices when shaping and transforming the raw materials. But traceability alone is not enough. That's why we're constantly raising standards in trapping conditions and animal husbandry. Working with our suppliers every step of the way, we comply with the most stringent global certifications in farming and trapping and help formulate new industry standards when existing regulations appear to be inadequate. For example, in 2019, after 6 years of intensive collaboration with farmers and scientists, we launched the first standard for the responsible sourcing of crocodilian leather. By 2020, 100% of the partner farms working with LVMH tanneries will be audited by an independent third party to obtain certification in respect of animal welfare, conservation, and social and environmental performance. We are also determined to respect biodiversity and reduce our environmental footprint. Voilà, donc ce film, je le coupe là parce qu'il dure encore un petit moment, mais qui explique et qui a permis de partager aussi avec les maisons et les différents publics aussi, hein, puisque il y a aussi des attentes importantes de la part des actionnaires, j'en parlais un peu tout à l'heure, de la part de l'interne, et puis bien sûr dans des structures de groupe, c'est l'idée de pouvoir faire descendre les initiatives auprès des maisons et que ça puisse aussi évidemment englober toutes les dynamiques d'achat qui sont faites dans les filiales d'LVMH.
Donc, ce qui nous semble intéressant sur cet exemple, c'est le changement d'échelle, c'est-à-dire vraiment une volonté d'intégrer toutes les maisons qui font partie du groupe LVMH. Encore un exemple sur l'aspect changement d'échelle. Il y a peut-être une question. Oui, il y a le film que vous avez vu est disponible sur le site du groupe. Et donc on vous enverra, on va vous envoyer le lien. Peut-être Sigrid, si tu arrives à le retrouver, ce serait bien. Voilà, donc on va l'envoyer. On le mettra après dans la conversation. Sinon, on le mettra dans la conversation. Parce qu'il n'est pas facile à trouver, et d'ailleurs, vous verrez, c'est bien le problème d'ailleurs de beaucoup de travail qui sont faits par les équipes RSE, qui souvent sont dans des rapports, comme le disait Isabelle, pas forcément faciles d'accès, que ce soit en termes de fond, de forme, et parfois aussi d'accès tout court sur les sites de marque. Voilà, donc une autre initiative qui nous semble intéressante et pour illustrer la notion de combat dont Isabelle a parlé tout à l'heure, celle qui est complètement en cours aujourd'hui d'une marque de grande consommation qui est Lipton Ice Tea. Donc la volonté de cette marque, qui est une joint venture en France de PepsiCo et Unilever, et pour évidemment le côté production du thé, c'est vraiment issu d'un travail qui est fait par la maison Lipton, enfin l'entreprise Lipton depuis des années. Donc le premier élément avant de se lancer dans un combat, Isabelle en a parlé, c'est parce que si on va trop vite pour montrer qu'on est sur un combat contributif, en l'occurrence celui de Lipton Ice Tea, c'est le tri des bouteilles et le recyclage des bouteilles chez les jeunes. Mais il fallait absolument que Lipton Ice Tea puisse partager à la fois avec ses consommateurs, mais ses clients, ses parties prenantes, l'interne. Il y avait vraiment une méconnaissance du fait qu'il y avait un travail vraiment fondamental qui avait été initié, que ce soit sur la filière amont, en termes de traçabilité, en termes de collaboration avec Rainforest Alliance, en termes de collaboration avec les autorités indiennes, par exemple, sur la problématique des femmes agressées dans les plantations de thé. Donc, un vrai travail approfondi et avec des objectifs déjà atteints et de nouveaux objectifs. Un travail, bien sûr, aussi sur la nutrition et notamment le sucre. Les boissons du type du thé glacé et autres ont de vrais enjeux sur les aspects du sucre. Et enfin, un travail sur les impacts environnementaux, à la fois de la production, bien sûr, mais là également de la consommation, avec des bouteilles qui sont passées en 100% RPET sur tous les produits, toute la gamme Lipton Ice Tea. C'est le deuxième acteur du marché en France en termes d'unités de litres vendus. C'est vraiment un produit qui est très consommé. Et donc, Lipton Ice Tea a décidé de passer en 2020 à 100% de leurs bouteilles issues du recyclage et bien sûr recyclables. Et donc, en ayant bien ces fondamentaux partagés, l'idée a été aussi pour eux de dire mais nous touchons énormément de jeunes et donc nous voulons porter un combat autour du recyclage, puisque aujourd'hui en France, on est parmi les mauvais élèves au niveau européen, avec un taux de recyclage des bouteilles plastiques qui est de 56% et qui est vraiment très faible. Alors ça ne concerne pas que les jeunes, évidemment, mais les jeunes ont vraiment sans doute la possibilité de contribuer. Alors comment le faire sans être descendant et en prenant bien en compte les attentes à la fois des parties prenantes mais aussi des jeunes eux-mêmes. Donc un format intéressant qui est le Fab Lab, un laboratoire vraiment alors du vivant, mais là des hommes et des femmes du vivant, et pour travailler en créativité. Au travers d'un après-midi vraiment de co-construction et de construction finalement des leviers de ce qui pourrait être une campagne. Donc ça a été une expérience extrêmement riche et qui a permis d'orienter ensuite le travail et la prise de parole de la marque qui a collaboré avec M6, avec qui d'ailleurs au sein de la Link Up Factory nous avons un partenariat pour travailler justement sur tous les leviers de l'influence et avec une grosse opération. Alors éventuellement vous voyez pas les chiffres, mais il y a eu plus de 86 millions de personnes touchées au travers de cette opération. Cet été, un challenge TikTok, une mobilisation d'influenceurs comme Just Riyad, Joïka, Romy et d'autres encore. Donc une opération très intéressante
qui s'est appuyé sur ces influenceurs qui interagissent avec les jeunes. Et là aussi, il y a cette notion de changement d'échelle, de mobilisation, donc pas uniquement en communiquant bien sûr sur le pack. Vous voyez que Recyclons a remplacé le logo de Lipton Ice Tea en d'autres packs, mais également au travers de la communication et l'interaction donc avec les jeunes, une volonté de les mobiliser. Un autre exemple qu'on trouvait intéressant à partager aujourd'hui sur aussi le changement d'échelle ou le passage d'un cap, c'est la marque Delpierre, qui est donc une marque que vous connaissez peut-être, qui appartient au groupe La Berry Fine Food, qui est une marque de poissons vendue en grande distribution. Et Delpierre avait déjà pris un certain nombre d'engagements sur son sourcing, sur ses matières premières, travaille aussi à pousser plus loin ses engagements sur d'autres dimensions. Mais on a travaillé avec Delpierre à remettre le discours d'engagement au cœur du discours de la marque. Et là, ce que vous voyez, c'est le nouveau site internet que la marque a développé et qu'on a développé avec eux il y a quelques mois déjà, avec une volonté d'établir un lien avec le consommateur entre les engagements pris par la marque et les engagements et les attentes d'engagement du consommateur, avec ce message: élargissez l'horizon de votre assiette, en incitant les consommateurs à accompagner la marque dans cette recherche de diversité à travers les sourcings, les sources d'approvisionnement, les techniques de pêche, et à varier aussi dans ses choix alimentaires les produits de la mer qu'on consomme, d'essayer aussi de comprendre un peu mieux ce qu'on achète, de demander aux marques qu'on consomme de donner des informations, et la marque de s'engager aussi dans une démarche de transparence pour raconter de quelle manière elle se source, de quelle manière elle s'engage pour la préservation des ressources marines. Donc c'est à la fois continuer sa démarche d'engagement, l'accélérer évidemment, et complètement se mettre dans une démarche d'ouverture vers le consommateur pour raconter à quel point on s'engage, comment on y va, et de leur proposer aussi de le faire à nos côtés. Donc c'était un passage de cap intéressant et important pour la marque Delpierre, et pour révéler son utilité sociétale, en faisant ce parallèle aussi qu'on ne voit pas très bien là, mais entre le bon pour la mer et le bon pour moi, puisqu'il y a à la fois un intérêt nutritionnel dans les produits de la mer, qui est réaffirmé, et Delpierre, en proposant des produits simples à préparer, simples à cuisiner, issus de la mer, et propose du coup des produits bons pour moi, et évidemment par ses engagements sur le sourcing, d'avoir une consommation qui est meilleure pour l'environnement. Et puis, dernier exemple, la démarche du groupe Mapas Contex, qui est donc un groupe, vous connaissez les marques Mapas Contex, d'éponges, de gants, d'équipements pour le ménage. C'est une démarche qui nous a été aussi présentée, qui a été présentée par Mapas Contex à ProDurable cette année. Chez Mapas Contex, il y a eu tout un travail qui est vraiment venu, pour le coup, là, pour rebondir sur ce que disait Fela tout à l'heure, d'une volonté et d'action menée par les collaborateurs, de remettre en cohérence différentes actions, différents leviers de changement, différentes initiatives qui avaient été prises en interne, et que les collaborateurs poussaient au niveau de différentes filiales, de différentes activités. Et donc la volonté chez Mapas Contex de mettre en cohérence toutes ces actions pour se définir des objectifs ambitieux, des objectifs chiffrés, une démarche transversale que chacun puisse comprendre en interne et qui puisse être aussi partagée avec les partenaires extérieurs. Et là, on a juste repris un petit film qui résume là où en est la démarche et qui remet bien en cohérence tous les engagements que la marque peut prendre en interne comme en externe. Le quotidien est fait de milliers de gestes. Petits ou grands, s'ils sont conjugués et multipliés, ils peuvent avoir un impact positif. Pour que chacun de ces gestes compte aujourd'hui et demain, chez Mapas Contex, nous leur donnons du sens, avec notre démarche engagée, nos gestes protecteurs, afin de servir la protection des hommes et de l'environnement. Notre rôle de protection commence avec les gens qui nous entourent. Derrière nos gestes, on se frotte à des actions concrètes pour assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs. On balaye les inégalités en développant une culture de la bienveillance au cœur de notre entreprise.
Notre mission passe aussi par la protection de nos utilisateurs. Nous fabriquons des produits sûrs qui leur vont comme un gant. Pour que nos gestes aient du sens demain, nous nous inscrivons dans une démarche durable visant à réduire notre impact environnemental et à protéger nos ressources. On passe l'éponge sur les idées reçues. Et oui, nous avons des produits d'origine végétale. Un plan d'action responsable à portée de main. Chez Mapas Context, nous voulons que chaque jour, nos actes, nos décisions, nos innovations servent la protection de tous. Ensemble, faisons de nos gestes des gestes protecteurs. Alors, je crois que quelqu'un nous demande les coordonnées du film qu'on a donc réalisé pour Mapas Context, mais je ne sais pas s'il est en ligne pour l'instant. On va se renseigner puisqu'il a été diffusé par notre client à ProDurable qui a présenté sa démarche, mais on va se renseigner s'il va être mis en ligne. Mais pour l'instant, il était aussi, puisque toutes ces démarches, et on va revenir un peu finalement aux grandes conclusions et partager avec vous, essayer de revenir à quelque chose aussi un peu plus participatif. Mais ce qui est important, c'est vraiment d'inclure l'interne. Donc ce film, il a servi aussi en convention à l'interne. Tout le monde a été mobilisé sur cette démarche et continue à être mobilisé sur l'engagement de Mapas Context pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc une scorecard, etc., qui sont, là vous voyez déjà les objectifs atteints et les objectifs futurs qui ont été définis. Il a été bien sûr utilisé pour partager avec les clients de la marque. Voilà, mais on va se renseigner. Alors justement, on a, pour un peu résumer et puis vous faire un peu participer, on a défini un peu 5 leviers ou 5 questions clés à se poser pour changer d'échelle. Il nous semble importante à se poser quand on a déjà une démarche RSE, comme c'est le cas de la plupart des entreprises aujourd'hui. Comment on peut s'assurer qu'on a les bases solides pour justement accélérer, passer un cap. Alors, la première question, et on va vous demander de répondre ensuite à des petites questions pour voir justement comment vous vous positionnez par rapport à ça et de votre point de vue où vous en êtes, toujours de manière anonyme bien sûr. La première question qui nous semble important de se poser, c'est est-ce qu'au sein de votre entreprise, chaque collaborateur est capable de résumer la stratégie RSE de l'entreprise en 1 à 2 phrases et un exemple emblématique? Donc, est-ce que vous voulez bien, avant qu'on rentre un tout petit peu dans le détail très rapidement, nous dire si d'après vous, vos collaborateurs, tous vos collaborateurs, que ce soit les personnes qui travaillent dans les sites de production, les équipes support qui sont concernées directement ou moins directement, est-ce que chacun peut en quelques mots, en quelques phrases simples, sous la forme d'un elevator pitch, comme on a l'habitude de le dire, on va y revenir juste après, est capable de résumer la stratégie RSE de l'entreprise? Est-ce que c'est tout le monde en interne qui est capable d'en parler en quelques mots? Est-ce que c'est principalement les cadres au siège qui sont parfois plus exposés à ces sujets-là et plus en prise avec ces sujets? Est-ce que c'est uniquement au sein des équipes com, RSE, marketing, parce qu'ils ont eu à manier ces sujets ensemble ou séparément? Est-ce que c'est aujourd'hui pas encore maîtrisé par les collaborateurs en dehors de l'équipe RSE? Merci et au revoir à la personne qui nous quitte. Je ne sais pas, et toujours peut-être d'autres questions, d'autres réponses auxquelles on n'a pas pensé. On vous laisse contribuer sur Menti. Alors, tout le monde n'a pas répondu, je pense. On voit que tout est un petit peu au même plan d'égalité. On a un petit peu moins de contributions. 23 contributions. Ça ne bouge pas.
Donc, il y a quand même cinq personnes qui nous répondent que tout le monde en interne peut parler de la démarche RSE. Donc, c'est intéressant. C'est super parce que c'est une étape importante. Vos collaborateurs étant évidemment les premiers ambassadeurs de la démarche d'engagement de l'entreprise. Et si ils sont capables d'en parler, alors ils vont être capables de la communiquer. Elle va pouvoir être appropriée aussi par vos parties prenantes. Principalement les cadres au siège pour une partie d'entre vous, mais au même niveau, uniquement les équipes comme RSE marketing ou uniquement les équipes RSE. Donc, on voit que c'est assez partagé sur ce sujet et qu'il y a effectivement certainement une nécessité pour certaines entreprises de résumer, de synthétiser une démarche qui peut être dans le détail très forte, très solide, mais parfois difficile à résumer pour des non-experts en interne. Or, c'est bien un enjeu de notre point de vue pour aussi pouvoir changer d'échelle. Je vais pouvoir passer à la slide suivante. Problème d'ordinateur. Donc, ce qui nous semble très important, c'est de nommer la démarche, d'avoir un concept fil rouge. On a vu quelques exemples là, on va en voir deux autres exemples juste après rapidement, pour désigner ma démarche RSE de manière aspirationnelle et appropriable. Il faut que ce soit facile de se l'approprier, quel que soit son métier au sein de l'entreprise. Ce qu'on appelle l'elevator pitch, le petit discours d'ascenseur. Si j'ai 3 étages d'ascenseur et que je partage ce voyage en ascenseur avec quelqu'un et que la personne me parle d'engagement, je suis capable en quelques mots, au débeauté, avec quelques phrases simples, de dire en quoi, oui, mon entreprise s'engage, oui, elle fait face à ses impacts et oui, elle est dans une démarche de responsabilité. Et éventuellement, avoir un, 2 ou 3 engagements ou objectifs emblématiques, des exemples concrets pour étayer et soutenir l'ambition. Donc ça, c'est très important de notre point de vue pour pouvoir partager simplement et efficacement sa démarche d'engagement. Alors, le deuxième élément de réflexion qu'on voulait partager avec vous, c'est que cette ambition RSE, évidemment, et fort heureusement, quand on travaille sur la RSE, on va travailler à la fois sur les impacts sociaux, sociétaux, environnementaux, dont les impacts bien sûr économiques, santé dont on a parlé un peu plus tôt. Mais est-ce que dans la façon dont elle a été structurée, peut-être la façon dont elle est partagée aussi, est-ce qu'elle est vraiment liée à l'ADN de l'entreprise? Est-ce qu'elle est un peu spécifique? Est-ce qu'elle est perçue comme différenciante? Est-ce qu'il y a une patte particulière liée à l'histoire, aux valeurs de votre entreprise, à sa capacité à impacter justement son activité, son secteur, la société, ses clients, ses consommateurs, et comment est-elle packagée? Donc, on commence toujours avec Menti, metteur, toujours le même code, avec une petite question plus rapide. Dans votre entreprise, la démarche RSE a-t-elle un nom ou une baseline, une accroche, quelque chose qui la rendrait un peu spécifique? Oui, non, je ne sais pas. On vous laisse répondre. Alors, on a 6 oui, donc un non, une baseline, 8 non et un je ne sais pas sur les personnes qui ont voté. Je ne vais pas attendre, mais ça nous donne un peu, plutôt, on va dire, une petite majorité qui se dégage, mais quand même pas mal d'entreprises qui ont nommé la démarche. Ça nous semble être un point important. Et on va vous demander, là c'est un petit peu un autre exercice, donc ça va être un nuage de mots, d'indiquer en 3 mots-clés comment vous pourriez définir votre démarche RSE ou RSM, responsabilité sociétale de la marque, en 3 mots-clés, toujours sur Menti, pour nous aider à constituer un nuage de mots. On vous laisse un petit peu plus de temps. Est-ce que j'appuie sur le bouton? C'est bon, ça va se mettre un peu plus compliqué comme exercice. Vous n'êtes pas inspiré par cette question. Peut-être certaines personnes répondent et que c'est... Ça ne marche pas. Oui, c'est possible aussi.
Pardon? J'essaie de recharger. De recharger la page. De revenir sur les pages précédentes. Ouais, peut-être. Ça ne marche pas. Je vois qu'il y a des personnes aussi qui sont obligées de nous quitter. Écoutez, alors, on ne sait pas si vous avez contribué. Merci pour ceux qui ont contribué et pour ceux qui… J'ai répondu pour tester, mais me dit fait là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, on a un petit problème technique, et Bon, donc voilà. on va enchaîner. Donc, on vous partage là un exercice, un exemple de nom de démarche. On vous a parlé de Lipton tout à l'heure, donc quelque chose qui soit cohérent avec le domaine de Lipton. Donc, en avant les idées fraîches, hein, on est sur une boisson rafraîchissante, et ensuite de pouvoir, de façon assez simple, montrer que notre première idée fraîche, c'est qu'on veut un thé éthique et durable, qu'il n'y a vraiment pas de compromis sur le goût, mais en même temps avec une prise en compte de la nutrition. Et enfin, des packaging qui vont vraiment vers 100% de circularité. Donc, voilà, donc de pouvoir partager en une page un mémo qui peut être partagé à l'interne, à l'externe, et autour d'un nom de démarche qui soit suffisamment appropriable, et des mots-clés qui puissent être aussi avec des explications qui soient assez simples, et encore une fois avec des notions chiffrées. Et puis cet autre exemple aussi intéressant qui date maintenant d'il y a un petit moment, de Heineken, brassons un avenir meilleur. Donc là aussi, on voit bien que c'est une démarche très appropriable avec le traitement de tous les impacts, hein, l'eau, les émissions de CO2, l'approvisionnement, etc., la consommation responsable et autres chez Heineken. Mais en tout cas, ce nom de démarche qui permet là aussi d'être bien en lien avec l'activité du groupe Heineken. Le point 3. Au revoir à Léa Margot qui nous quitte, et bonne journée aussi à vous. Mon entreprise est-elle dans une démarche de dialogue et de co-construction avec ses parties prenantes? Alors, c'est un des fondements de la RSE, d'être à l'écoute de ses parties prenantes. Ce qui est intéressant, c'est que là encore, sur la relation aux parties prenantes, on peut monter, on peut cranter, on peut accélérer, passer de l'écoute au dialogue, du dialogue à la co-construction, et c'est quelque chose qui va vraiment solidifier la démarche, qui va permettre de passer des caps et d'aller plus loin dans la contribution. Alors, petite question à nouveau, on espère que la technique ne va pas nous trahir. Niveau d'échange de votre entreprise ou votre marque avec ses parties prenantes, nous sommes dans l'écoute. Nous sommes dans l'écoute et le dialogue. Donc, on explique aussi ce qu'on fait, on s'expose, entre guillemets, en parlant de nos difficultés, de nos engagements à venir, etc. Nous sommes dans la co-construction. Donc, on intègre leurs inputs dans notre démarche d'engagement. Et nous avons des projets ciblés de coévolution. Là, c'est encore une étape supplémentaire, c'est-à-dire que sur des projets, on va vraiment travailler ensemble pour les définir et les mener. Ah, là, ça marche. Alors, vous êtes un petit peu moins nombreux, de moins en moins nombreux. Certaines personnes ont dû nous quitter probablement. Nous sommes dans l'écoute. Nous sommes dans l'écoute et le dialogue. Donc, une majorité est quand même à la fois dans une écoute et dans un dialogue. Donc ça, c'est déjà intéressant puisqu'il y a vraiment une réciprocité dans la relation, et ça permet vraiment de nourrir et d'avancer en fait dans sa démarche, de sortir aussi d'un point de vue uniquement interne. Nous sommes dans la co-construction, donc là, 2 personnes ont répondu et c'est vraiment intéressant. Nous, on accompagne aussi certains de nos clients dans des démarches de co-construction, et on voit que c'est extrêmement enrichissant et que ça permet de passer des caps. Et nous avons des projets ciblés de coévolution pour une personne. Donc, très intéressant. On est preneur d'en savoir plus pour la personne qui a répondu, parce que c'est des sujets qu'on suit de très près. 2 petits exemples de ce qui peut être fait en termes de co-construction, de co-évolution. La marque Margot, lancée par le groupe Bell il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, qu'on accompagne aussi, qui à la fois proposait un produit qui se veut très vertueux sur différentes dimensions, un fromage bio, local, etc., mais qui est aussi dans la co-construction et la co-évolution, à la fois parce que dès le départ, la marque
propose à ses consommateurs de contribuer à l'évolution de la filière bio laitière en France. Donc 5 centimes sont reversés sur chaque pot du fromage de Margaux acheté pour aider les agriculteurs français à faire leur transition vers le bio et les agriculteurs partenaires de Bell. Donc il y a un rôle donné au consommateur qui est dans l'ADN de la marque et qui est permanent, avec en plus un partenariat avec Mimosa, donc un travail aussi avec Mimosa qui est un acteur de la transition agricole, et puis une nouvelle étape qui a été franchie par la marque de travail de co-construction de ces engagements futurs avec ses parties prenantes dans le cadre d'un lab, vraiment de réunions de travail qui ont permis de mettre tout le monde autour de la table et de définir ensemble des projets d'engagement pour pousser plus loin l'engagement. Donc on est là plutôt dans la co-construction, voire la coévolution. Et puis, un exemple que vous connaissez probablement, alors qui n'est pas un de nos clients, mais qui est quand même une entreprise qu'on suit de près sur ces sujets-là, puisque chez Decathlon, la co-création, notamment avec la communauté des sportifs et des consommateurs, est vraiment quelque chose qui est dans l'ADN de la marque depuis très longtemps. Ils ont tout un lab qui permet de faire des innovations de manière concertée avec leurs consommateurs, et ils ont passé un cap là récemment aussi avec cette plateforme sur laquelle, en tant que sportif amateur ou professionnel, mais amateur aussi, on peut s'inscrire pour avoir accès aux projets d'innovation de la marque, ceux que la marque souhaite mettre et de rentrer dans un processus de co-construction avec Decathlon sur un certain nombre de projets. En ce moment, c'est les marches nordiques de compétition qui sont à l'honneur. Voilà, et donc il y a tout un process pour intégrer ce lab de co-création avec Decathlon. Donc c'est très intéressant parce que c'est un rôle très fort, et il y a des innovations phares de Decathlon qui ont été vraiment produites avec les consommateurs, comme notamment le fameux masque de plongée qu'on a vu beaucoup sur nos plages depuis 2 ans fleurir. Et dans le cadre du Covid aussi. Voilà, exactement, et qui a en plus été réorienté vers un usage moins récréatif, pour le coup, qui était pour les respirateurs, pour les personnes qui étaient en réanimation pendant le Covid. Mais ce masque-là de plongée a été vraiment une initiative qui a été co-créée avec des consommateurs. Voilà, donc ça, c'est une démarche intéressante. 4e question à se poser. Alors, avant de prendre la parole en RSE ou RSM, surtout en RSM, avons-nous bien verrouillé toutes les dimensions de l'engagement de la marque? On a dit tout à l'heure, pas de RSM sans RSE solide, pas de combat aussi porté trop rapidement sans montrer qu'on a vraiment pris en compte les impacts que l'on a sur la société et notre volonté aussi de les minimiser, voire de positiver ces impacts. Donc, c'est vraiment ce principe qui nous semble absolument essentiel. Et donc, il nous semble important de considérer vraiment tous les impacts. C'est pour ça qu'on trouve intéressant d'intégrer les marques de produits ou de services, puisque bien sûr, on a les impacts liés aux qualités intrinsèques du produit. On a ensuite les impacts envers les hommes et les femmes. Comment on va impacter nos consommateurs, mais aussi nos équipes, nos salariés, comment on impacte les hommes et les femmes qui travaillent éventuellement sur nos filières, sur nos plateformes d'information, de suivi. Donc vraiment avoir une vision très, très globale. Vous voyez qu'on a repris un peu les 4 P du marketing un peu redéfinis. Donc produit, people, planète, nos impacts sur la planète, donc l'impact de la consommation sur l'environnement, et à nouveau là, tous ces impacts, y compris dans la fin de vie des produits, ce qui est rejeté dans l'environnement pas uniquement au niveau de l'usine, mais par la consommation d'un produit, que ce soit un produit d'hygiène, un produit cosmétique, un produit alimentaire, un médicament. On a vraiment énormément de questions à bien envisager jusqu'au bout, et pas uniquement sur les impacts des packaging, mais aussi de la consommation en soi. Et enfin, le purpose, la façon dont on va pouvoir, on en a beaucoup parlé, cette utilité sociétale qui va donner du sens à l'acte d'achat. Et donc, pour nous, de notre point de vue, il est vraiment essentiel d'avoir et de travailler, que ce soit à l'interne ou à l'externe, en respectant un certain tempo, un certain timing, et d'avoir un plan progressif de révélation. Alors parfois, sans doute, certains d'entre vous en sont déjà bien là, mais comment, qu'il s'agisse de la marque corporate ou qu'il s'agisse de la marque commerciale, je respecte mon consommateur et je lui montre à la fois mon savoir-faire, la maîtrise, la traçabilité quand c'est pertinent. Donc vraiment cette
bien montrer donc, quel est notre champ d'expertise. Le deuxième point, comment justement je suis engagée en tant qu'entreprise et en tant que marque dans la filière, la traçabilité, etc. Je vais très vite, vous avez compris, dans l'éco-innovation, en prenant en compte et en mettant en place des stratégies bas carbone, on a parlé des science-based targets, etc. Et enfin, le 3.0, donc pour nous c'est le 1.0, 2.0 et le 3.0, vient en 3.0 parce qu'on a des bases solides, la contribution sociétale, comment la marque devient contributrice, comment elle apporte au travers de sa consommation, elle peut porter un combat d'intérêt général, faire évoluer sa filière, ses clients, etc. Donc, la question, c'est à votre avis, est-ce que dans votre entreprise, la prise, les bases RSE, RSM sont suffisamment solides pour prendre la parole, ou est-ce qu'il y a encore des craintes? On entend très souvent dans les conversations, les discussions, parfois chez nos clients, mais chez d'autres aussi, il est difficile de prendre la parole. Et hier, je donnais un cours à des étudiants à groupe Paritech et qui m'ont dit, mais finalement, est-ce que toutes les prises de parole ne sont pas un peu perçues comme du greenwashing? Donc, on vous propose sur Mentimeter toujours de voter oui ou non. C'est assez binaire comme question, mais voilà, pensez-vous. Alors, intéressant. Donc, on a à peu près un tiers, deux tiers, donc même un petit peu plus. Donc, oui pour 4 d'entre vous et non pour 9 d'entre vous. Donc, que ces bases ne sont pas suffisamment solides. Donc, on voit bien qu'il est vraiment essentiel de bien d'abord constituer les bases, les partager avant d'aller trop vite sur des combats qui parfois sont essentiels, mais peuvent être aussi contre-productifs si on va un peu trop vite sur ce sujet. Et donc, pensez-vous que vos engagements aujourd'hui, s'ils n'ont pas été partagés, mais en revanche s'ils existent, sont suffisamment forts et connus pour embrasser un combat sociétal? Oui, non, on vous laisse voter. Ah. Donc il y a juste 4 votes. Je n'ai peut-être pas attendu suffisamment, mais comme l'heure avant, je vais aller assez vite, donc on l'a moitié-moitié. Et évidemment, ce sera intéressant de relier si vous pensez qu'ils sont suffisamment partagés. Voilà, mais donc c'est un peu l'étape suivante, souvent, de pouvoir avoir ce combat sociétal et bien spécifique, pas du marketing de la cause, mais quelque chose dans lequel l'entreprise, par son activité, par sa nature, de notre point de vue, peut avoir un impact. Et voilà, je vais laisser Isabelle présenter le cas Lego, qui n'est pas notre client, mais qui est très intéressant. Donc, trois cas rapidement à partager qui ne sont pas nos clients pour le coup, mais qu'on trouve intéressants pour montrer à quel point c'est important d'avoir une approche globale, surtout quand on veut embrasser un combat un peu plus large d'intérêt général. Lego, c'est intéressant, c'est une entreprise qui bouge beaucoup. Ils ont une démarche globale. Ça fait assez longtemps qu'ils sont positionnés sur le rôle du jeu chez l'enfant, le fait d'avoir des projets d'intérêt général sur permettre à tous les enfants, même ceux en difficulté, de jouer, aller intervenir dans des milieux sociaux un peu plus défavorisés, travailler avec l'UNICEF, aller sur des zones de crise aussi pour apporter du bonheur aux enfants et aussi leur permettre d'exprimer ce besoin qu'ils ont de jouer et qui est plus que récréatif pour eux, mais vraiment un besoin pour le développement. Donc, quelque part, ça, c'est plus un combat d'origine sociétale. Là où ils ont pu être un tout petit peu bousculés il y a quelques années, mais sur lequel ils ont vraiment pris le virage, c'est sur plutôt la RSM 1.0 ou 2.0, qui est très bien, vous vous engagez pour les enfants, mais pour leur laisser un monde meilleur, comme il l'explique là, il faut aussi leur proposer des produits issus de matériel durable. Et donc là, Lego a annoncé assez récemment son engagement pour sortir du plastique et pour avoir des briques de Lego issues à 100% de sources renouvelables, notamment tout ce qui va être déchets de canne à sucre, déchets de maïs, etc. Il y a tout un détail sur dans leur rapport RSE à horizon 2030 pour avoir 100% de matériaux issus de sources renouvelables. Et puis, ils ont aussi tout un combat sur l'inclusivité, à la fois en interne et en externe, dans les représentations qu'ils font, dans les messages qu'ils véhiculent aux enfants, pour une société plus inclusive. Donc, on voit qu'on a une approche quand même globale qui va partir du produit, ou qui a, en tout cas, le produit a été touché
peut-être dans un second temps, mais en tout cas aujourd'hui c'est bien le cas, et avec un engagement sociétal dans l'image qu'on véhicule pour les enfants et dans le rôle qu'on peut jouer pour apporter plus de plaisir aux enfants. C'est évidemment le cas d'Interface Flore, alors qui est un exemple vraiment très emblématique, mais Interface, ils ont travaillé d'abord leur démarche produit avec une approche économie circulaire qui est très ancienne maintenant, mais vraiment pour avoir des produits en économie circulaire, pour ensuite proposer des produits neutres en carbone, les premiers revêtements de sol neutres en carbone du marché. Ils ont atteint la neutralité carbone l'année dernière et aujourd'hui, ils vont vers une empreinte carbone neutre en essayant d'être positifs en carbone, en proposant des solutions qui, à travers leur cycle de vie, vont stocker du carbone pour pouvoir relever le défi de la contribution. Et un autre exemple, c'est aussi Velux qui a une approche très globale. Velux qui a, il y a quelques années, redonné du sens à ses produits et remis en perspective le rôle qu'il jouait à travers les fenêtres de toit, puisque Velux est donc le spécialiste et le leader des fenêtres de toit. Ils ont expliqué et mis en perspective leur mission d'entreprise avec un sujet d'intérêt général qui est la qualité de la vie à l'intérieur, puisque nous sommes, comme ils le disent, the indoor generation. On passe 90 à 95% de notre temps à l'intérieur, et encore plus cette année, ces derniers mois. Et donc la qualité de l'air intérieur, la qualité de la lumière naturelle qui joue un rôle très fort notamment sur les capacités d'apprentissage des enfants, tout ça peut être optimisé grâce aux solutions que propose Velux. Donc ça, c'est une première étape de montrer à quel point finalement par leur expertise, par leur capacité d'innovation, ils venaient répondre à un enjeu de santé très fort et à un enjeu sociétal très fort. Ils étaient un peu moins disants, ou en tout cas c'était moins visible sur vraiment le process de transformation et la manière dont ils prenaient en compte tous leurs impacts. Ils ont publié récemment vraiment un statement très fort à travers une démarche qui s'appelle It's Our Nature sur toute la manière dont ils prennent en compte tous leurs impacts, et avec cet engagement qu'ils ont pris avec l'aide du WWF de devenir neutre en carbone sur l'ensemble de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire soutenir des projets en réalité de compensation ou de projets de conservation des forêts très ambitieux avec le WWF pour arriver à compenser 100 ans d'existence, 100 ans d'émissions carbone, qui est donc la durée de vie de l'entreprise. Donc c'est une manière de révéler en fait un engagement très fort pour la biodiversité et pour l'augmentation de la biomasse à l'échelle planétaire. Et ça a sorti évidemment ce qu'on voit dans la petite maison, et je ne m'étends pas, mais d'un grand nombre d'engagements sur l'ensemble de leurs activités, sur le plan environnemental, social évidemment. Dernière question. Donc, ai-je trouvé la tonalité qui suscite l'adhésion de mes publics autour de mon engagement, puisque on a aussi cette notion de tonalité. Il y avait une question intéressante d'Hélène Dutoit et Sigrid, qui est au sein des équipes de la Link Up Factory, a répondu. Et donc sur est-ce qu'il faut attendre d'avoir coché toutes les cases? Non, on peut en effet, comme le dit Sigrid, en trouvant la bonne tonalité, montrer qu'on avance et montrer éventuellement ce sur quoi on n'a pas de solution. La marque Veja, je le dis juste parce que c'est très intéressant, montre bien que sur un certain nombre des composants de leurs chaussures, ils n'ont pas trouvé la solution et qu'ils sont en train de la chercher, qu'éventuellement on a des projets pilotes pour explorer ce qui pourrait être une solution. Mais justement, le changement d'échelle, on l'a vu dans l'exemple de Farming for the Future, il passe souvent par un peu de tâtonnement. L'essentiel, c'est de chercher la solution et pas juste de dire finalement, il n'y a pas de solution et donc je le mets de côté. Voilà, un petit commentaire là-dessus. Donc, est-ce que les services RSE et marketing de votre entreprise travaillent ensemble? On n'est plus très nombreux, mais malgré tout, ça nous intéresse vraiment d'avoir votre point de vue là-dessus. On nous a souvent dit que c'était parfois compliqué de travailler ensemble entre le marketing et la RSE. Et pour nous, c'est vraiment un point de changement d'échelle très important, que ça devienne un peu au sein du modèle d'affaires et du modèle de développement, et qu'on prenne en compte non seulement un marketing responsable, mais qu'on vienne valoriser l'engagement d'entreprise. Donc oui, souvent, oui de temps en temps, oui sur des projets spécifiques, non rarement, non jamais, je ne sais pas, toujours sur Mentimeter avec le code. Et on a, merci pour vos votes. Oui, souvent, donc c'est super. Donc on voit quand même que vous êtes nombreux à collaborer avec les services marketing. Oui, sur des projets spécifiques. Non rarement, encore pour certains d'entre vous, pour 3, et je ne sais pas pour une personne.
Donc c'est un exemple qu'on a souvent partagé, comme il nous reste peu de temps, je ne sais pas si je vais vous partager le film, mais en tout cas, on avait ce travail qui a été fait chez Bell, hein, qui est vraiment à même au sein du marketing des responsables RSM et les postes qui sont et les personnes qui gèrent les marques du groupe Bell sont à la fois en charge de la stratégie de RSM, c'est-à-dire à la fois le marketing, mais en intégrant la RSM. Et donc, il y a tout un travail mené par le groupe Bell pour révéler, au travers de leurs actions, leur engagement pour faire évoluer leur filière, également la consommation de leurs produits et la fin de vie des produits. Un autre exemple. Un autre exemple de collaboration et de rencontre entre les engagements RSE et le discours de la marque, c'est la dernière campagne d'engagement, enfin, sur un des engagements du groupe Panzani qu'on a pu faire avec eux, où on a vraiment travaillé un discours d'engagement sur la filière blé durable, sur laquelle Panzani travaille depuis plusieurs années avec ses partenaires agriculteurs français. C'est un travail qui existait déjà, qui était déjà communiqué on pack. Et là, on a passé un cap aussi en visibilité avec cette campagne, avec une version grand public et une version plus presse professionnelle. Et on s'est complètement raccroché à l'equity de la marque et au discours émotionnel et à la copie publicitaire télé qui existait en même temps que cette campagne, puisque on était sur une campagne qui racontait à quel point les pâtes font partie de nos vies, accompagnent chacune des étapes de nos vies et sont dans tous ces bons moments partagés ensemble avec nos enfants, avec nos amis, etc. Et on a donc continué cette histoire à travers notre campagne d'engagement. Donc là, c'est vraiment un exemple de RSM, puisqu'on vient nourrir l'equity de la marque, on vient continuer l'histoire que la marque a commencé à raconter avec ses consommateurs dans sa communication publicitaire pour venir plugger et raccrocher une démarche d'engagement avec cette idée des pâtes qui ont deux bons côtés, celui du plaisir et celui de l'engagement. Dernier petit exemple. Alors, un exemple extrêmement récent qui est en cours de développement pour la Fondation Ramsay Général de Santé et en lien avec le programme Vivons en forme que nous accompagnons depuis de nombreuses années. Une grosse action qui est déployée à l'heure actuelle petit à petit dans l'ensemble des villes qui adhèrent au programme, donc plus de 250 villes. Tout un travail qui a été fait sur le fait d'inciter les enfants à se laver les mains. Donc le combat là, de Ramsay Général de Santé au travers de leur fondation, c'est de contribuer plus efficacement à la prévention et évidemment un sujet complètement d'actualité, comment amener et motiver les enfants à se laver les mains avec tout un dispositif qui implique les enfants. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est la façon très réactive dont Ramsay Général de Santé agit sur des sujets vraiment au cœur de l'actualité. Alors, pour conclure, déjà, donc, merci du temps que vous avez passé à nos côtés sur cette visioconférence atelier qu'on a essayé de rendre quand même interactive, même si on était nombreux. Pour conclure, bien, on le voit bien qu'on a des enjeux auxquels tous les secteurs doivent répondre aujourd'hui, que ce soit, et on a bien vu le rôle de la santé aujourd'hui, la santé des collaborateurs, la santé de ceux qui produisent les matières premières, la santé bien sûr des consommateurs ou des clients. Ça touche vraiment tous les secteurs, depuis le bâtiment, bien sûr sur l'alimentation, ça a été très vite dans l'esprit des consommateurs et ce secteur a été très challengé, mais vraiment maintenant le vêtement, tous les secteurs. Donc la composition des produits, leur innocuité et la façon dont ils vont impacter les populations aussi qui les fabriquent. L'environnement avec ses impacts, on en a parlé, je ne vais pas m'étendre, vous connaissez ça très bien. Le social avec des règles éthiques, le fait de prendre en compte justement ces notions de juste rémunération. On voit des marques aujourd'hui qui sont des géants un peu au pied d'argile, hein, avec dans leur chaîne de production des risques assez importants pris dans leur façon de produire dans un certain modèle.
Le rôle des marques aussi dans la société, en termes de représentation, d'inclusion, en termes aussi de ce qu'elles peuvent apporter, on a parlé de combat, et puis la circularité, bien sûr, dans les conditionnements, les matériaux, la fin de vie du produit, etc. On a donc des enjeux qui sont nombreux, j'en ai sans doute oublié. Et on a besoin aujourd'hui de renforcer ces actions dans le domaine de la RSE et les actions portées par les marques, parce que plus que jamais, on en a besoin pour attirer les talents, pour motiver les gens aussi à être fiers de leur entreprise, donc en termes de marque employeur, pour aujourd'hui, pour demain. Ce qui est très nouveau, c'est la relation aussi aux fonds d'investissement, aux actionnaires, au monde de la finance. C'était plutôt une obligation par laquelle on passait. Aujourd'hui, il y a vraiment une valorisation de l'engagement, puisque même des fonds comme BlackRock et Larry Fink récemment ont montré leur volonté de faire pression sur les conseils d'administration. Et tout juste hier, d'ailleurs, Total a annoncé avoir la volonté de baisser sa production de pétrole, puisqu'il n'avait pas eu l'assentiment, notamment de BlackRock, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres entreprises, des nouvelles règles qui sont en train de rentrer en ligne de compte et des entreprises qui s'engagent aussi sur ces sujets. Important aussi pour la pérennité des activités, des business models, à la fois liés à la raréfaction des ressources, mais aussi à la fois aux risques, aux attentes. Hein, on l'a vu, des parties prenantes, encore une fois, dans tous les secteurs, hein, dans les secteurs qui collaborent avec les administrations. Lorsqu'on est dans du B2B, on a vraiment là une accélération. Puis on voit bien aussi qu'au niveau européen, on a des projets très ambitieux qui sont en train d'arriver en termes de baisse d'impact sur les gaz à effet de serre. Ça va devenir un risque réputationnel. Et puis, bien sûr, la désirabilité des marques et des produits auprès des clients, auprès des consommateurs. Et puis aussi permettre de renouveler de manière générale, les consommateurs, les citoyens attendent un autre type de relation avec l'État, avec la ville, mais aussi avec les marques et les produits, une relation plus de dialogue, d'inclusion, d'écoute réciproque, pour être aussi des parties prenantes de cette évolution. Et on a vraiment intérêt à challenger ces modèles pour apporter ces éléments de réponse. Donc pour nous, si on se résume, nos 5 leviers, eh bien le premier, et je crois que vous étiez nombreux à être complètement d'accord avec ça, c'est en interne permettre et que chacun, et c'est déjà le cas pour certains d'entre vous, de résumer simplement la stratégie RSE de l'entreprise, la faire sienne, de pouvoir ne pas, et surtout dans des secteurs qui sont challengés, mais dans tous les secteurs, ça aussi, ça génère de la fierté. Donc être dans une démarche de dialogue, de co-construction, voire même de coévolution. L'entreprise est souvent maîtrise ses techniques, maîtrise son domaine et peut faire aussi évoluer le regard des parties prenantes pour coévoluer ensemble vers le meilleur. Avoir une ambition RSE qui soit bien spécifique, proche de l'ADN, qui soit aussi différenciante et un peu packagée pour qu'on puisse ressentir la touche, la façon dont ça vient, c'est pas externe à l'entreprise, mais toucher aussi ses valeurs un peu fondamentales. Prendre en compte aussi le fait qu'on doit bien verrouiller, et vous le faites, vous l'avez dit, et globalement, pour la plupart d'entre vous, vous êtes vraiment sur ces démarches avant d'aller trop loin et de prendre la parole, de bien verrouiller, tout en se laissant la possibilité des petits pas, comme nous l'a dit à juste titre Hélène Dutoit, et également de montrer ce sur quoi on travaille pour trouver des solutions qu'on n'a pas aujourd'hui. Et enfin, une tonalité pour raconter l'engagement qui va susciter l'adhésion des publics et à la fois être désirable, c'est ce que disait Isabelle tout à l'heure, comment on suscite de l'émotion et en même temps comment on vient avec quelque chose de factuel mais qui ne soit pas rébarbatif et qui ne soit pas une DPEF ou des rapports environnementaux de 190 pages encore neufs comme on a pu le voir chez certains de nos clients. Voilà, on vous remercie Isabelle et moi et je pense aussi Fela, je ne sais pas si elle a pu rester avec nous, si Fela est là, d'être pris tout ce temps dans votre agenda et on espère que ça se poussera. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup Isabelle. C'était très intéressant. Merci. Bonne journée à tous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Ça peut être dans la conversation et effectivement l'audio a été enregistré et il sera mis à disposition aussi dans la conversation Teams, donc vous pourrez vous y référer. Et effectivement, pour répondre à la question sur le petit film à face contexte, il n'est pas encore en ligne, mais je crois que Laetitia a répondu, donc je ne reviens pas dessus. Merci beaucoup Fela. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.